Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte que je découvre sur le tard. Et d'ailleurs j'entame ici mon voyage à travers la filmographie de son metteur en scène, l'allemand Wim Wenders, avec peut-être son métrage le plus connu, enfin, l'un des plus réputés en tout cas, sorti en 1984, Paris, Texas, avec au casting dans le rôle principal, bien sûr, Monsieur Harry Dean Stanton, peut-être son rôle le plus marquant. Bon, après, il fera pas mal de choses avec David Lynch aussi. À ses côtés, Natasha Kinski, la fille, qui a pas mal souffert de son père. Dean Stockwell, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela, comme Harry Dean Stanton. Aurore Clément, actrice française qui avait déjà joué à Hollywood, et le jeune Hunter Carson, sans oublier Bernard Vicky, qui est allemand. Parce que oui, dans ce film qui se déroule aux États-Unis, qui semble très américain, il y a quand même des actrices et acteurs étrangers. Tiens donc, sur un scénario, entre autres écrit par Sam Shepard, un acteur et surtout écrivain américain fort connu. Et il s'agit non pas du premier long métrage américain, même si c'est une coproduction internationale, de notre cher metteur en scène allemand. Il avait fait avant Hammett, et aussi L'Ami américain, même si c'était pas produit par les États-Unis, il y avait Dennis Hopper dedans. Mais clairement là, on sent qu'il prend en main la mythologie américaine à travers un film d'errance, entre western au début, mais très vite on part plutôt sur le road movie, et le drame psychologique, qui va suivre un homme qui s'appelle Travis Henderson, qui sort du désert, comme ça, complètement hébété, assoiffé, qui ne peut dire le moindre mot. Il avait disparu depuis 4 ans. Il arrive, il s'écroule dans un bar, tout ça. Et il avait sur lui le numéro de son frère, qui a appelé donc à la rescousse, et qui va récupérer le frangin pour le ramener au sein de sa famille, à Los Angeles. Alors je fais famille avec des guillemets comme ça, parce que c'est la famille du frère. Celle de notre héros, justement, est très fracturée. Mais là-bas, il y retrouve son jeune fils, qu'il n'a plus vu depuis 4 ans, et qui depuis a été élevé par son oncle et sa tante. Et donc là-bas, Travis, petit à petit, d'abord sur la route, parce qu'il y a beaucoup de routes dans le film, mais après à Los Angeles, il va s'ouvrir. Déjà, il va commencer à parler à nouveau, et expliquer ce qu'il a voulu faire lors de cette disparition, retourner, ou aller, à Paris, Texas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il aurait été conçu, d'après son père, qui faisait une blague sur le sujet. Voilà, mon fils il a été conçu à Paris. Puis il rajoutait plus loin Texas, parce que Paris ça faisait flashy, tout ça. Et tiens, petite référence déjà à l'Europe, ici à travers la ville de Paris, mais dans une ville qui a le même nom aux États-Unis, qui peut-être sera atteinte à la conclusion de ce film, ou pas, j'en dis pas plus. Et nous avons ici une œuvre brillante. C'est pas facile d'en parler comme ça à chaud. Bon, à chaud après une petite douche quand même, parce qu'il y a tant à dire. C'est foisonnant sur les thématiques, sur la mise en scène, sur l'acting, la musique en fond que vous entendez, magnifiquement composée par Ry Cooder, et la musique en tant que telle caractérise l'ambiance du film. Et il y a tant à dire sur la vision que Wim Wenders et donc son scénariste écrivain Sam Shepard ont de l'Amérique. C'est difficile à dire parce que je n'ai pas lu sur le sujet, je suis en impro, de savoir à quel point Wim Wenders a mis vraiment de sa patte et de sa vision de l'Amérique, un pays qui le fascinait à l'époque, dans cette construction narrative et dans cette histoire. Parce que je trouve que c'est extraordinaire sur le plan civilisationnel. Moi je suis prof d'anglais, j'aime beaucoup parler et étudier l'histoire américaine. Et je trouve que ce film en dit long, tout en nous offrant bien sûr cette esthétique particulière. Bien sûr, on commence comme un faux western, même qui retourne un petit peu certaines symboliques. On voit qu'on est quand même dans un endroit qui a été modernisé. Il y a même une référence historique à la Grande Dépression et au Dust Bowl, cette tempête de sable qu'il y avait à l'époque. Quand on arrive dans ce bar et qu'il y a cette pancarte où il y a marqué que la poussière est là pour rester, elle est là depuis longtemps. En gros, l'Amérique ne s'est jamais vraiment remis de cette époque. Et justement, donc en déconstruisant un petit peu ce western, le film road movie aussi, donc c'est hyper américain, c'est hyper nouvelle Hollywood et ancienne Hollywood à la fois. Wim Wenders prend en main les choses et raconte une histoire, enfin raconte l'histoire donc de son scénariste, de ses scénaristes, et en fait quelque chose qui s'inscrit dans une certaine
culture américaine, dans un certain regard sur ce pays que je trouve magnifique, parce que ça questionne le rêve américain, profondément. On a cet homme qui sort de là, traversé du désert, remis en question, qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il revient ici plus ou moins à la vie, à la réalité. J'y reviendrai sur ce point avec le jeu des couleurs, très important. Et il va essayer de se reconstruire. Déjà de se remettre à parler, de repartir à la civilisation, lui qui a été à l'état sauvage pendant X années. Même se rhabiller en tant qu'Américain, il y a vraiment ce propos-là, puisqu'il prend les bottes de son frère, les bottes de cow-boy un peu, puis après le costume de son frangin. Donc se reconstruire lui-même, reconstruire sa famille éclatée, reprendre contact avec le fils qui a du mal à reconnaître son père, reprendre contact avec son ancienne épouse, la mère du fils. Je ne dirai pas grand-chose là-dessus, celle-ci jouée par Natasha Kinski, mais alors sur toute la fin, c'est brillant, parce que ce moment de retrouvailles, connexion à travers des vitres comme ça, où il ne se voit pas, mais il s'imagine, et la caméra imagine justement le fait qu'il ne se voit pas, mais qu'il se voit, même qu'il y a une superposition à un moment qui est assez folle. Donc il y a ça, cette idée de reconstruction d'un homme qui a été déchu d'un rêve. Ce rêve d'une vie simple et d'amour, et d'eau fraîche si vous voulez, avec cette femme qu'il a aimée passionnément, mais quand il a dû travailler, donc faire face à la réalité des choses, faire face à ce rêve américain capitaliste qui est ici dénoncé, qui détruit le rêve américain de base d'ailleurs, eh bien il a perdu pied, et il s'est passé des choses qui fait que il est parti, il a fui, il a couru, il a fui les responsabilités aussi. Et quand il essaye de revenir, n'est-ce pas trop tard? Reconstruire le rêve à travers cette réalité qui s'est superposée, est-ce possible? Et tout ce questionnement est là, et je pense qu'il faut aller plus loin, au-delà donc des personnages, et y voir la psychologie de ce pays, parce que l'Amérique ici est un des personnages centraux de ce film, pour moi. Et tous les symbolismes autour, en fait, ça fait réfléchir. Il y a plein de petits trucs comme ça, il y a des scènes qui paraissent anodines, mais qui sont très fortes, notamment à un moment on passe sur un pont, et il y a un homme qui crie quelque chose, un discours très pessimiste, voire un peu réac, qui fait que justement il se reconnaît plus dans cette Amérique-là, mais pourtant l'Amérique elle est telle qu'elle est. Ce film est sorti en 84, on était en plein air Reagan, je ne sais pas s'il y a un aspect politique derrière, mais il y a un geste politique en soi sur le plan de l'histoire de l'Amérique, mais qui sort en 84 ce film, bien après la entre guillemets mort du Nouvel Hollywood, qui a été précipité un petit peu par la porte du paradis. Porte du paradis. On peut faire des parallèles vite fait, mais même si c'est très différent entre l'œuvre de Cimino et celle-ci, mais oui, comme si Wim Wenders essayait de relancer 4 ans après les portes du paradis, 4 ans de traversée du désert du personnage principal, ce Nouvel Hollywood qui est mort dans un rêve américain qui n'était plus possible. Enfin, ce rêve d'être libre, comme le cinéma américain était libre jusqu'à la porte du paradis, qui était un acte de liberté cinématographique absolue, mais qui a été un flop, et dans une ère où le cinéma commençait à devenir de plus en plus contrôlé, en mode blockbuster, comme ça, où il fallait faire passer peut-être des messages un peu plus patriotiques. Et bien là, tu as l'impression que ce film, il ressort un petit peu comme un fantôme d'un passé récent, mais il convoque aussi le fantôme de cette Amérique remarquable, d'interprétation sur certains points, ce film. Plus j'y pense, là, en parlant, j'y pense encore plus, mais bon, des choses qui me viendront bien après cette vidéo, et c'est logique, surtout quand je reverrai le film, et quand je verrai des vidéos, je lirai des trucs aussi. Mais voilà, il y a tout ça qui est très fort. Très très fort. Et il y a des choses qui sont très touchantes aussi, au-delà donc de l'histoire de l'Amérique, même si c'est connecté. Les retrouvailles, notamment avec le fils, qui sont en plusieurs temps, c'est petit à petit. Il y a une scène qui est absolument folle, qui est à peu près centrale au film, c'est quand ils marchent en parallèle sur des trottoirs, ils commencent à s'apprivoiser, puis finalement ils se rejoignent et ils partent en marchant sur la route vers l'horizon, parce qu'il y a beaucoup d'horizons dans ce film, forcément, l'Amérique, les grands espaces, les horizons. Et après, il y aura vraiment le road movie père et fils, qui, malgré les entourages, vont aller plus loin. Donc il y a ça, et j'ai oublié des trucs, c'est pas grave, oui, j'oublierai des trucs, mais c'est pas grave. Je voulais parler de deux choses, le côté étranger et les couleurs. Sur l'étranger dans le film, parce que Wim Wenders pose son image d'étranger, même s'il connaissait l'Amérique, sur l'Amérique. Et il choisit le casting, alors je ne sais pas si c'est lui qui le choisit, mais en tout cas il en fait quelque chose, en diapason à cela. Déjà, Aurore Clément, française, dans le film elle est française, elle est mariée donc à cet Américain, génial, Aurore Clément, j'adore sa voix déjà, mais avec son petit accent français, moi je trouve ça magnifique. Et elle montre que l'Europe est toujours là. L'Europe a construit l'Amérique indirectement. Enfin, l'Amérique vient de l'Europe. Parce que l'histoire de l'Amérique, c'est quand même européen. C'est très important ça.
Et là, tu as l'impression d'avoir donc cette française, on joue là-dessus, puis après on voit cette publicité de Evian, comme ça, après il mange avec son fils de la vache qui rit, on précise bien la vache qui rit, hein, truc français, hein, et, avec un R roulé quand même. Et il y a donc aussi cette histoire de Paris, Texas, mais Paris à la base c'était un fantasme du père que ça pourrait être le Paris. Et moi je vais pousser encore plus loin le délire. Il faut savoir qu'à Paris, il y a une tour Eiffel réplique, et que sur cette tour Eiffel, il y a un chapeau rouge, un Stetson de cow-boy, hein, attention, rouge, comme la casquette rouge du personnage de Harry Dean Stanton qui sort du désert. Voilà. Donc, caractérisé par rapport à le symbole de cette ville qui va aller en quête, parce que cette ville, en fait, elle est représentée pendant tout le film par une photo d'un terrain vide à vendre qu'il aurait aimé acheter pour réaliser son rêve et avoir sa propriété. Amérique, propriété, rêve, ça semblait très difficile du coup pour lui, par rapport à la réalité des choses. Et à ça. Et je pense que ce n'est pas anodin. D'ailleurs c'est marrant quand on le voit sortir du désert comme ça avec sa casquette rouge. Je me demande si Zemeckis s'est pas un peu inspiré de ça pour la fameuse course à travers l'Amérique et donc aussi dans le désert, peut-être même au même endroit que dans le film à un moment, de Forrest Gump. Donc Forrest par plusieurs... je sais pas, peut-être. Même s'il n'y a pas grand chose à voir, si, quand même. Parce que Forrest, il fuit justement un rêve impossible à cause de la réalité de cet amour qu'il ne peut pas consommer avec Jenny. Finalement, il y a peut-être des trucs. Sachant que Zemeckis et son scénariste, je sais plus qui a scénarisé Forrest Gump, ont pas mal pris de liberté avec le bouquin. Bref, restons sur donc ce personnage Harry Dean Stanton et la colorimétrie. Parce que c'est ça aussi. Alors, l'étranger... Si, il y a un autre truc qui est important, là, le docteur qui recueille le personnage Harry Dean Stanton, il a un fort accent allemand, c'est pas masqué, c'est pas caché, joué par un acteur allemand, comme quoi il y a ça aussi. Et par contre, le personnage de Natasha Kinski, et ça c'est hyper intéressant, qui est allemande, hein, ben, elle n'a pas d'accent. Elle, on pourrait croire que c'est vraiment une américaine depuis longtemps, mais c'est intéressant hein, du coup de ne pas avoir poussé l'idée qu'elle serait étrangère elle aussi potentiellement. Peut-être que justement il y a un petit truc là-dessus. Ou alors elle s'est très américanisée, elle a perdu son accent, on ne sait pas. Bref, sinon, les couleurs, parce que ça c'est hyper important, si vous voulez vraiment aller au fond des choses sur Paris, Texas, là ça se voit, hein, c'est le jeu des couleurs. Le côté horizon rouge, etc. Le rouge, le blanc et le bleu qui représentent le rêve américain. Et souvent des passages de vert absolu qui ramènent à la réalité, qui forment un peu le désespoir, j'ai envie de dire. Et c'est ça le jeu du film, c'est ce rêve américain oublié, perdu, remplacé par un autre rêve américain qui est ancré dans une réalité très capitaliste. Eh bien, il y a cette dichotomie-là. Tu as envie de rêver, oui, drapeau américain, l'Amérique telle qu'elle a été conçue, la liberté et tout. Aujourd'hui, en fait, non. Hein. Quand on te ramène donc face à quelque chose de très terre-à-terre, le vert apparaît et le film se conclut sur ce jeu de couleurs, surtout le rouge contre le vert. Et c'est brillant. Une des meilleures conclusions de film que j'ai pu voir ces derniers temps. Pour un film que j'adore. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que là l'analyse risque de tourner en rond, c'est surtout à chaud. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez ressenti sur ce film et me mettre des liens vers d'autres trucs parce que de toute façon d'ici là, avant de lire vos commentaires, je pense parce que cette vidéo sera publiée plus de 15 jours après qu'elle ait été tournée, j'aurais lu et vu des trucs dessus. Hein. Mais c'est un film passionnant. Regard sur l'Amérique, questionnement sur le rêve américain, ce que est devenu ce pays, à travers un personnage qui représente pas mal ces choses-là, mais un réalisateur étranger, sur un scénario typiquement américain d'un monsieur qui voulait aussi montrer cette Amérique. Ça donne quelque chose d'assez unique, et je suis content d'avoir découvert le cinéma de Wim Wenders avec donc cette œuvre. Bien sûr, j'en verrai d'autres. Hein. Et son prochain, j'espère, au cinéma aussi, hein, selon s'il est bien distribué et si j'ai le temps. On ne sait jamais, hein, c'est dans plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est que Paris, Texas, ce sera clairement l'une de mes meilleures découvertes de 2023, je pense. Et je vous invite du coup à commenter à son sujet et à discuter des choses que j'ai pu dire dessus. Bien sûr, j'ai oublié pas mal de détails, ça c'est certain. J'ai pas parlé du jeu des acteurs, et bon, c'est très bien. Voilà, tout ça est très bien. Le côté aussi, on dilate le temps, on prend son temps. Mais voilà, voyez Paris, Texas. Et je vous dis à la prochaine, ciao.